Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tribune des enfants, l'émission qui donne la parole aux plus jeunes et parle de ce qui les touche au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la scolarisation des enfants. Aller à l'école, apprendre à lire, écrire, rêver d'un avenir meilleur, ce qui est un droit pour tous les enfants et désormais une obligation pour les parents de scolariser leurs enfants à l'âge de 5 ans ou plus tard et leur maintien à l'école au moins jusqu'à l'âge de 17 ans conformément à l'article 21 de la nouvelle constitution. Alors pour en parler, nous avons comme invité le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Ansa Gawara. Et bien sûr, au cours de cette émission, nous suivrons l'intervention du secrétaire administratif de la Fédération guinéenne des parents et amis de l'école FEGIPAE, Dr Lansana Souma. Vous suivrez également le président de la commission Constitution, loi organique, administration publique et organisation judiciaire du CNT, honorable Mohamed Ali Kiam, sur les motivations du législateur à inscrire la gratuité de l'éducation et l'obligation pour les parents de scolariser leurs enfants et de les maintenir à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, nous donnerons la parole aux enfants avant de clôturer cette émission. Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en marche. Bonjour, Monsieur Ansa Gawara. Oui, bonjour. Et merci d'être sur ce plateau de Parlement TV. Vous êtes à votre premier passage dans cette émission Tribune des enfants. Alors, quelles sont vos impressions en tant qu'acteur incontournable du système éducatif? D'abord, permettez-moi de dire bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui sont en train de pratiquer la télévision parlementaire, mais également aux techniciens de la maison, mais aussi à vous-même. Mes impressions sont bonnes. Vous savez, nous sommes des éducateurs et qui parle d'éducateurs parle forcément des enfants. Les enfants sont nos amis, les enfants constituent notre raison d'être. Et si notre département aujourd'hui existe, c'est parce qu'il y a des enfants. Donc, et ce département-là se nomme le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. De ce point de vue-là, nous sommes attachés à tout ce qui est enfant. Alors, les enfants ont repris le chemin de l'école le 6 octobre dernier. Dites-nous comment vous avez préparé, comment s'est déroulée plutôt la rentrée scolaire 2025-2026. Bien, et contrairement à l'année dernière, par exemple, nous avons souhaité ouvrir les classes très tôt cette année, mais avec la participation des enseignants en tant qu'agents au niveau des bureaux de vote lors du dernier référendum, nous avons repoussé l'ouverture des classes au 6 octobre. J'avoue que c'est la première fois, en tout cas en Guinée, qu'il y ait un grand pourcentage d'élèves, un taux élevé, un pourcentage donc élevé d'élèves ce jour qui ont fréquenté les écoles. Sinon, habituellement, dès qu'on ouvre les écoles, les classes, et les enfants et les parents traînent toujours le pas une semaine durant. C'est comme si on n'avait pas préparé l'ouverture. Mais cette année, Dieu merci, la première semaine quasiment, on a eu au moins près de 60 élèves en classe, ce qui est très réconfortable. Donc, je peux me permettre de dire ici que la rentrée a été bien préparée. Nous, en tant que département, en tant que directeur d'école, tout a été mis en place pour que les élèves viennent trouver le dispositif pédagogique mis en place, donc prêt, pour que les cours démarrent en même temps. Et c'est ce qui fut le cas. Les cours ont démarré le même jour. C'est le lieu également de remercier ici les enseignants qui ont toujours pris le devant. Et dès qu'on dit ouverture, eux ils sont toujours là. Félicitations à eux, mais aussi à monsieur le ministre qui a pris toutes les dispositions pour que cette ouverture ait lieu dans de bonnes conditions. Dans le cadre justement de cette rentrée scolaire 2025-2026, dites-nous quelles ont été ou quelles sont les principales innovations apportées par votre département.
Bien, et évidemment, comme vous le dites, chaque année que Dieu fait, nous faisons des innovations. Et bon, ce ne sont même pas des innovations parce que ça va avec le temps. Chaque temps a son soleil. Et donc, chaque fois que le monde évolue, nous évoluons aussi avec le temps. De ce point de vue-là, il y a eu des nouvelles choses. Quand je prends, par exemple, les inscriptions des candidats et aussi l'identification des élèves. À date, une digitalisation à outrance est engagée dans notre ministère. Et cette digitalisation vise à identifier tous les enfants. Et nous commençons par le primaire. Que chaque enfant est désormais un identifiant. Et à partir de cet identifiant, l'enfant pourra être repéré partout jusqu'à la fin de ses études. À partir de cet identifiant, ça permettra de retracer le parcours de tout élève. Donc un numéro. Un numéro que vous attribuez à chaque enfant. Qu'on attribue à chaque enfant, à chaque élève. Et ce numéro-là lui est collé jusqu'à la fin de ses études, même à l'université. Donc on n'aura plus besoin de PV au baccalauréat, au CEE, au BEPC. Il n'y aura plus ça. Chaque élève sera identifié. Et aussi, c'est pour permettre quoi? Au fait, c'est pour contrôler le parcours de l'enfant. C'est pour contrôler les moyennes de l'enfant. Personne ne va plus s'inscrire dans une classe qui n'est pas la sienne. Quand on n'a pas la moyenne dans une classe, vous avez étudié chez moi à Tokounou par exemple, je fais venir un enfant de Tokounou pour Conakry. Si l'enfant n'a pas sa moyenne, son numéro, son identifiant le suit ici. Partout il va être inscrit, on sait que tel élève a eu 8 ou 5 ou bien 4 de moyenne dans telle école. Il ne pourra pas être installé dans une classe supérieure. Mais cette mesure ne concerne que, disons, les écoles publiques? Je pense notre ministère gère et écoles publiques et écoles privées. Les écoles privées relèvent de notre ressort. Ils n'enseignent que les programmes que nous avons en vigueur. Donc ces écoles-là se soumettent à tout ce qui se décide au MEPUA, au ministère donc, de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. C'est pour dire que ça c'est une innovation. L'autre innovation c'est au niveau des candidats qui a commencé et qui se poursuit. On ne se casse plus la tête dans l'inscription des candidats, dans le transport des documents. Non. Chaque école reste, chaque directeur reste entre les 4 murs de son école et inscrire aisément ses candidats, les renvoyer. Cette inscription aussi va beaucoup changer de la fausseté qu'il y a souvent, des erreurs qu'il y avait souvent. Donc, et aussi ça prend moins de temps et ça nous fait gagner en temps et en argent. Autre chose comme innovation, nous avons lancé tout récemment Learn Passport. Des tablettes ont été offertes aux enfants tout petits, dans lesquelles on a embarqué des contenus pédagogiques. C'est pour permettre aux enfants, d'abord aux enseignants, de faciliter leur enseignement-apprentissage, mais aussi aux enfants d'apprendre de mieux en mieux pour que notre école aussi puisse être vraiment une école de référence. Autre chose, ça c'est récent, nous avons lancé ici, au Palais du Peuple, la connectivité de 2000 écoles primaires. Et cette connectivité-là est un programme, est un projet présidentiel, une initiative présidentielle qui a été accompagnée par la suite par l'UNICEF, parce que c'est un programme mondial. C'est pas que c'est en Guinée seulement, c'est que c'est un programme mondial qui permet de connecter toutes les écoles primaires. Et dans chaque pays, chaque décideur a pris ses dispositions. Donc, le nôtre, qu'est le président de la République, a bien voulu que ce projet démarre bien avec une vingtaine d'écoles. Et après que le partenaire s'y est impliqué, l'UNICEF, aujourd'hui, nous allons connecter 2000 écoles primaires. Et à date, 585 écoles primaires sont connectées. Déjà.
Ces écoles concernent les préfectures ou c'est des écoles de la capitale? Non, les écoles, c'est toutes les écoles de la République. Déjà, nous avons, pour votre information, nous avons près de 1800 écoles primaires. Et donc, quand on parle de 2000 écoles publiques, ce projet concerne les écoles publiques. D'accord. Parce que nous pensons que l'école privée, c'est pour les nantis. L'école privée, le fondateur a tous les moyens pour faire de son école ce qu'il souhaite. Mais nous, ceux qui n'ont pas les moyens, viennent à l'école publique. Et c'est pourquoi aussi nous sommes en train de mettre les moyens pour que les enfants, qu'il n'y ait pas de disparité entre ceux qui étudient à l'école publique et ceux de l'école privée. De l'autre côté, nous avons aussi, comme nouveauté, nous sommes en train de réviser les programmes. Justement, j'allais en venir sur le plan pédagogique. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on a l'impression que chaque année, ce sont les mêmes programmes qui reviennent, les mêmes programmes d'enseignement. Évidemment. Au fait, les programmes d'enseignement, ce n'est pas comme des habits où chaque année il faut changer. Non, loin s'en faut. Mais il est évident quand même qu'après une dizaine d'années, que le programme change pour s'adapter à la nouvelle donne. Et donc aujourd'hui, nous avons commencé cette révision curriculaire, cette révision de nos programmes d'enseignement en vigueur. Et à date, 2 classes sont entièrement finies, le CP1 et le CP2. Et c'est pourquoi ce programme-là a été automatiquement mis en application. Donc à l'heure qu'il fait, les enfants du primaire, du CP1 et du CP2 sont en train d'apprendre dans le nouveau programme. Ce qui est une nouveauté, c'est aussi dire que la révision continue progressivement jusqu'à finaliser tous les programmes d'enseignement en vigueur en République de Guinée. Alors, donc voilà, grosso modo, quelques innovations, si vous D'accord, me permettez. Je vais m'attarder un peu sur le plan pédagogique toujours. Quelles sont les matières qui ont été nouvellement introduites, par exemple, pour le primaire ou au collège? Bien, au fait, il n'y a pas de nouvelles matières introduites. Mais c'est le contenu qui a changé. Parce que ce sont les mêmes matières qui sont enseignées ici, qui sont enseignées ailleurs. Donc on n'a pas inventé la roue. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est que l'anglais, désormais, est en train d'être aussi expérimenté dans nos écoles primaires. Parce qu'avant, l'anglais, c'était au collège, au lycée, nous qui avons fait le lycée à l'époque. On faisait une année d'ailleurs, c'était des gens qui venaient de Sierra Leone, du Libéria, qui n'avaient aucune profession d'enseignement, qui venaient nous apprendre l'anglais. Mais aujourd'hui, nous avons des sortants d'université, des gens qui sont pédagogiquement formés à la matière, qui viennent donner cours dans nos lycées. Et donc, on a dit, il faut ramener l'anglais à l'école primaire, pourquoi pas au collège, pour que tout le cycle, que tous les 3 cycles, le primaire, le collège et aussi le lycée, que d'ici là, le lycée, que l'élève parle couramment anglais comme on est en train de parler français. Donc voilà cette nouvelle donne. Sinon, nous avons renforcé les contenus des différentes matières qui sont en train d'être dispensées. Nous avons essayé de changer le contenu pour adapter ces contenus-là à nos mœurs, à nos coutumes. Parce qu'il est nécessaire d'aller étudier, par exemple, la géographie de l'Asie pendant qu'on ne connaît pas notre propre géographie. Ou de l'Australie. Donc, il faut un contenu. L'histoire également, il faut que les enfants apprennent notre histoire. Et la bonne histoire, pas celle qui est déformée. Donc, voilà un peu, c'est un exemple. Nous sommes en train de changer, d'adapter les contenus de nos différentes matières à nos réalités. Voilà. Est-ce que dans la matière d'éducation civique et morale, vous avez pensé au cours de civisme, de citoyenneté? À l'instant qu'il fait même, le ministre est en train de faire une tournée. Le ministre Jean-Paul Seri, que je salue ici de passage, il est en train de faire une tournée avec le ministre de la Justice pour montrer, pour dire c'est quoi les symboles d'un État aux enfants. Ça fait partie de
l'instruction civique, du civisme, de la citoyenneté. Donc, nous sommes en train de discuter même par rapport aux horaires accordés à l'éducation civique. Pourquoi même ne pas ramener cette matière-là au lycée? Parce qu'actuellement, c'est à l'école primaire et au collège. Mais nous sommes en train de renforcer le nombre d'horaires qui est affecté à ça, mais pour que les enfants suffisamment puissent apprendre mieux la citoyenneté, c'est quoi le bon citoyen, c'est quoi les devoirs, c'est quoi aussi les droits, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc voilà, nous sommes en train, c'est important parce que pour l'avancée d'un pays, il faut que le citoyen sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il faut que le citoyen sache ce qui est bon pour son pays, ce qui n'est pas bon pour son pays. Effectivement. Voilà. Dans le cadre toujours des réformes, M. Ansa Gawara, en termes d'infrastructures, combien d'établissements scolaires ont été construits ou rénovés à travers le pays? Bien, comme nous sommes même, disons, dans les innovations. Comme innovation, vous avez désormais des écoles pré-primaires. Par le passé, bon, je vais dire pré-primaire pour ceux qui ne maîtrisent pas cette notion, communément appelée école maternelle. Mais pré-primaire, c'est la grande section, la moyenne section et la grande section. Il y a même la petite section. Non, il n'y a pas de petite section chez nous. D'accord. Il n'y a pas de toute petite section. D'accord. C'est juste la moyenne section et la grande section. D'accord. Donc, c'est nouveau. On n'en avait pas. Et s'il y en avait, il n'y avait que 2 écoles. Et ici à Conakry, au Jardin 2 Octobre et à Jean-Paul II. Mais aujourd'hui, nous avons 566 salles de classe pré-primaire équipées, construites et équipées. Donc aujourd'hui, en termes d'infrastructure, il y a ces 566 salles de classe qui ont été construites et équipées par le projet PREPEF avec 1132 cabines de latrines. Et quand vous prenez le primaire, vous avez 175 cabines, 75 forages avec 5625 élèves. Je remonte un peu avec le projet FCE BAS, le Fonds commun de l'éducation. Ce fonds commun, il y a 37 écoles primaires, soit 120 classes, 185 cabines, 37 forages construits, en tout cas mis en œuvre par l'ANAFIC. Vous prenez un peu le secondaire. Vous avez 471 salles de classe qui ont été rénovées sur 546 salles de classe programmées. Sans oublier les collèges modernes et les lycées qui sont en train d'être construits. Quand on voit également les écoles modernes de l'initiative présidentielle qui ont commencé à voir jour, aujourd'hui dans toutes les communes, ces écoles vont continuer également à l'intérieur. Je vous cite par exemple l'école Bariyawaru de Dixine. Vous partez à Gbessia, il y en a. Vous partez à Petit Simaya, il y en a. Aïchaba. Donc ces écoles sont en train de pousser partout comme des champions pour le bien-être de nos enfants, parce qu'il faut que nos enfants soient scolarisés et en grand nombre. C'est bien vrai que des efforts, de gros efforts d'ailleurs, il faut le rappeler, sont fournis par le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais il y a encore des localités reculées du pays qui n'ont pas encore d'école, d'établissement. Les communautés sont obligées de se doter de hangars pour permettre aux enfants d'étudier. Alors, que dites-vous de cette situation et concrètement, qu'est-ce qu'il y a en vue pour changer la donne? Très bien, et cette question m'intéresse beaucoup parce que nous souffrons de désinformation. C'est vrai, des écoles en gare poussent un peu partout. Et je pense que ce n'est pas normal. Il faut que le Guinéen accepte
que chacun ne peut pas avoir une école. Chaque secteur ne peut pas avoir une école. C'est comme si on disait d'attribuer un hôpital à chaque secteur. Ce n'est pas possible. L'école est construite selon le ratio par localité. On ne construit pas l'école quand on veut. L'école est construite en fonction d'un certain nombre d'enfants. Si ce nombre n'est pas atteint, ce serait un gâchis. C'est pourquoi vous comprendrez aisément que les lycées sont construits dans les préfectures, les collèges dans les sous-préfectures, et les écoles primaires et en préfecture, et dans les écoles et dans les sous-préfectures, mais aussi dans les districts. Mais on ne peut pas construire une école primaire dans un secteur qui n'a pas d'effectifs. Pourquoi je dis que c'est une désinformation? Et on nous fait chanter l'État, ce qui n'est pas normal. 10 élèves d'une localité, on en fait une cabane, on en fait un hangar, on dit bon, c'est des cours qu'on donne. C'est pas bon. Il faut que les enfants qui ont l'âge d'être scolarisés viennent dans une localité où il y a l'école. Mais on ne peut pas pour le moment construire une école pour 10 enfants alors que l'État doit payer les enseignants qui doivent être là. Évidemment, l'autre pan, c'est bien des citoyens nantis qui construisent des écoles dans leur localité. Oui, parce qu'ils ont l'argent de construire, ils le font, c'est bien bon. C'est pour aider l'État. Mais à un moment donné, pour construire, c'est nous, MEPUA, nous, départements, qui sommes responsables de la construction des écoles parce que nous avons une carte scolaire, nous savons où construire une école, à quel endroit et pour quel motif. Cette carte scolaire, même à l'Assemblée, quand on avait été reçu, à la primature, quand on avait été reçu, on en parlait, parce que cette carte scolaire doit être réactualisée à tout moment, chaque année, pour savoir il y a combien d'écoles, il y a combien d'élèves, il y a combien d'écoles à construire et où ça doit être construit. Mais on ne construit pas au hasard. On ne se lève pas un beau matin comme ça pour dire oui, ici moi dans ma localité, là, ce secteur, il faut que je mette une école. Non. Il est plus facile de construire une école que de l'entretenir. C'est comme il est plus facile d'épouser une femme que de l'entretenir pendant le reste de la vie. Parce que quand on fait une école, il faut un enseignant. Et cet enseignant, l'État le forme. Cet enseignant, l'État le paye jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, c'est mieux, c'est bon d'aider le MEPUA. Mais nous voulons que ceux-là qui aident le MEPUA en construisant des édifices, en aidant l'État, venez vers l'État pour dire voilà, est-ce qu'il est bon de construire une école là? Quelle est la carte scolaire? Comme ça, nous pourrons être libres parce que toutes les écoles que l'État construit, elles sont équipées et dotées en enseignants. Parce que chaque année que Dieu fait, l'effectif monte parce que les enfants naissent. C'est pourquoi l'État construit des écoles chaque année. Je ne dis pas que l'État a tout construit. Non. L'État est en train de faire. On n'a pas satisfait toutes les localités. Mais faudrait-il qu'on respecte la carte scolaire? Sinon, ça va être un travail inachevé. Vous verrez des localités, il y a des édifices flambant neufs, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas d'enseignants. Ou bien une association de ressortissants peut construire une école et prendre des enseignants en charge. Quel type d'enseignants? Est-ce que les enseignants sont formés? Est-ce qu'ils sont capables? Mais après, on ne peut plus assurer leur salaire. Tout ça là revient
dans les bras de l'État. Alors que l'État, c'est la planification. L'État, c'est la prévision. Justement, je suis d'accord avec vous, Monsieur Ansa Gawara, que l'État, c'est la planification, mais il y a aussi de ces écoles primaires publiques, comme je le disais tantôt, dans certains districts qui n'ont pas d'enseignants. Dans ces écoles primaires, en principe, qui ont 6 classes, il n'y a que 3 classes qui sont opérationnelles avec un seul enseignant. Évidemment, c'est pour dire combien de fois l'État a des charges. Nous sommes en manque d'enseignants. On ne cessera de le répéter. Et on en a fait une demande près des autorités supérieures pour que le ministère soit doté d'enseignants suffisants. Parce que cette année, en décembre, il y a un bon nombre d'enseignants qui feront valoir leur droit à la retraite. Mais il faut recruter pour remplacer ces enseignants. Deuxièmement, les enfants qui sont nés cette année, avec la constitution que nous venons de voter, qui rend obligatoire la scolarisation gratuite pour tous les enfants, dans l'intervalle de leur naissance à 16 ans. De 5 à 17 ans. De 5 à 17 ans. Qu'allons-nous faire? Donc c'est pourquoi il y a un besoin impérieux de recruter les enseignants. Je remercie l'État. Tout récemment, nous avons été dotés de 12 000 enseignants. C'est la première fois depuis que moi, j'ai commencé à être responsable, à enseigner, que l'État recrute un tel nombre effectif. Non, c'est la première fois. Mais c'est insuffisant. L'État a fait beaucoup, mais c'est pourquoi nous continuons de demander. Justement, sur les 12 000, comment avez-vous procédé à la répartition de ces 12 000 sur toute l'étendue du territoire national? Très simple. Nous, on en a demandé 18 000 enseignants. Et parmi les 18 000 enseignants, il y avait parmi eux des contractuels de l'État. Bon, même pas des volontaires qui servaient au compte de l'État. Mais aussi des communautaires recrutés par les associations dont je parlais tout à l'heure. Par fini, ils sont incapables de les payer. Mais l'État, c'est l'achat de l'État. L'État a regroupé ces deux groupes, ces deux entités, pour en prendre 12 000. Et les 12 000, pour dire que c'est à l'intérieur, il y a besoin. C'est pas dit qu'il n'y a pas de besoin à Conakry. Le ministre, notre ministre Jean-Paul Sédi, a dit qu'il souhaiterait que tous ces 12 000 soient déployés à l'intérieur du pays. Et ces 12 000 ont été déployés à l'intérieur du pays. Figurez-vous que parmi les 12 000 qu'on est, on n'a pris que 10 000 contractuels. Les 10 000 là étaient déjà en situation de classe. Donc les 10 000 là ont été pris sur les 18 000. Il est resté combien? 8 000. Parmi les 8 000, il y a la fonction publique qui a organisé un concours pour prendre 2 000. Donc si vous enlevez 2 000, anciennement dans l'ancien besoin, il vous reste 6 000 de besoins. Sans compter les nouvelles écoles qui sont construites, sans compter les infrastructures construites par des associations qui n'ont pas d'enseignants. Donc si vous entendez qu'on a un manque d'enseignants, et effectivement on est en manque d'enseignants, c'est pourquoi on ne doit pas construire n'importe comment et n'importe où. Par rapport justement aux enseignants, comment faites-vous pour procéder au suivi de ces 12 000 déployés sur toute l'étendue du territoire national? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des enseignants qui abandonnent après 2 mois de prise de fonction, qui abandonnent les localités reculées. Un enseignant qui est né à Conakry, qui a grandi, qui se retrouve à Koulé par exemple, ou chez moi à Sibiri-Baro, il n'a personne, il n'est pas habitué. Il revient après au bout de quelques mois et malheureusement les enfants de ces localités restent sans enseignants. C'est pourquoi nous avons voulu recruter sur poste. Recrutement sur poste. C'est là où vous êtes. Vous êtes à Sibiri-Baro. Vous êtes ressortissant de Sibiri-Baro. Ou votre papa travaille à Sibiri-Baro. On vous recrute là.
vous n'avez pas à être dépaysé. Parmi les 10 000 là, eux, ils ont été recrutés sur poste. Ce sont des anciens contractuels qui étaient là en poste déjà. Maintenant, les 2 000 que la fonction publique a recrutés, peut-être ce que vous dites là, réside là. Mais le ministre a été clair. Ceux qui ne rejoindront pas leur lieu de service, ils seront purement et simplement remis à la fonction publique qui saura les radier. Parce que tous ceux qui ont été admis, ils se sont engagés pour dire je reste au ministère pendant 10 ans avant d'aller ailleurs. Chez nous, comme on contrôle, nous avons une division des ressources humaines qui a la situation de tous les enseignants en République de Guinée, qui travaille aussi avec l'inspection générale du travail. L'inspection générale de l'éducation, l'IGE, est là. Et dans chaque préfecture, dans chaque région, nous avons une inspection régionale. Dans chaque préfecture, on a une direction préfectorale ou une direction communale si nous sommes à Conakry. C'est pour dire que les enseignants sont contrôlés là où ils sont. Ceux qui ne travaillent pas, les listes nous sont remontées régulièrement et nous envoyons acquis des droits. C'est pourquoi d'ailleurs, on a suggéré que le recrutement, que nous soyons responsables dans le recrutement. Parce que nous savons qui recruter. Nous avons des écoles qui forment. Nous avons des aînés qui forment des enseignants. Nous avons un lycée qui forme des enseignants. Pourquoi ne pas trouver une manière pour fidéliser les enseignants à leur service? Parce qu'on ne doit pas recruter quelqu'un qui n'aime pas l'enseignement, mais qui veut passer par l'enseignement pour être intégrer fonctionnaire. La fonction publique. Il faudrait que la fonction publique, à un moment donné, puisse réfléchir par rapport à ça. Évidemment, ce que vous dites est vrai. Par le passé, beaucoup sont rentrés dans le cadre de l'enseignement, mais aujourd'hui qui se retrouvent ailleurs dans nos départements. On a un effectif grand. Quand vous entendez on a tel effectif, mais on n'en a pas. Parce que ces effectifs-là, généralement, se retrouvent dans d'autres ministères. Et pourquoi la fonction publique ne prendrait pas soin de faire un contrôle biométrique et extirper tous ceux qui ne sont pas du MEPUA et nous envoyer de véritables enseignants pour que nos écoles soient dotées et que les enfants vraiment soient bien pris en charge, et ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. En plus de ça aussi, je pense qu'il faut motiver aussi certains enseignants qui vont très loin. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement. Est-ce qu'il y a des primes d'éloignement, de motivation, de ceci, de cela? Parce que quand même, il faut se dire aussi la vérité. Je prends toujours l'exemple sur Conakry, un enseignant qui vit à Conakry, l'amener à Sibiri-Baro avec toute sa famille. Ses enfants ne sont pas habitués à la vie de là-bas. C'est un peu compliqué pour ces personnes aussi. Non, c'est évident et c'est pourquoi il y a déjà une prime qui a été instaurée appelée prime d'incitation. Et cette prime est payée en fonction de l'éloignement parce que c'est fixé. Les barèmes sont fixés par rapport à l'éloignement de la préfecture à la sous-préfecture, de la préfecture au district jusqu'au dernier secteur. C'est comme ça. Ça, c'est fait déjà. Mais de l'autre côté, ce que vous dites, d'une part, je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sédentarisation du fonctionnaire. Un fonctionnaire est né pour la République. Nous qui sommes fils de fonctionnaires, par exemple, on a fait beaucoup de localités en Guinée. Ceux qui sont grands aujourd'hui et qui ont été fils, vous comprendrez, ils parlent presque 3 dialectes de la République. Pour avoir fait le tour, en fait, le fonctionnaire ne doit pas faire plus de 5 ans, c'est 3 ans au maxi, dans une localité, il est affecté à une autre. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Et c'est ce qui se doit. Donc, si quelqu'un dit qu'il veut servir la Guinée, alors il doit respecter, il doit s'engager à être déployé partout. Donc, dire ces enfants ne vont pas.
quand on est fonctionnaire, il faut qu'on se déplace, il faut connaître le pays, il faut travailler pour le pays. Sur ce plan, je ne suis pas d'accord. Je souhaite quand même que toutes les conditions soient réunies pour les enseignants, pour que les enseignants, parce que ici sur votre plateau, j'ai dit que l'enseignant est le meilleur travailleur de la République. L'enseignant travaille la journée, l'enseignant travaille la nuit. L'enseignant, même en dormant, il travaille parce qu'il a ce souci. Il travaille à l'école, il corrige à la maison, il prépare. En marchant, il pense à la leçon. Même dans la rue, il pense comment donner. Donc, c'est le meilleur travailleur. Je pense que l'autorité supérieure prendra des dispositions pour améliorer les conditions de l'enseignant. Sur ces questions, justement, M. Ansa Diawara, de présence des enseignants dans les classes et sur les questions, justement, aussi de construction, encore de rénovation des écoles, nous avons donné la parole au secrétaire administratif de la Fédération guinéenne des parents et amis de l'école FEGIPAE. Il s'agit de Dr Lansana Souma pour, justement, leur appréciation, l'appréciation donc de la FEGIPAE. Nous allons le suivre. La rentrée cette année s'est déroulée globalement dans de très bonnes conditions. Et moi-même, j'ai été déployé par la Coalition nationale de Guinée pour l'EPT. C'est une ONG qui est partenaire à l'éducation, qui fédère les autres ONG actives en éducation, dont la Fédération guinéenne des parents d'élèves. Donc, j'ai été mandaté pour aller assister à la rentrée scolaire au niveau de plusieurs établissements de la capitale. La collaboration est très bonne parce que la fédération est membre de toutes les instances au niveau de décision, au niveau du département, notamment le groupe sectoriel de l'éducation. Le groupe sectoriel de l'éducation se tient une fois dans l'année. Et c'est cette instance-là qui définit la politique de l'éducation pour une année. C'est là-bas où se discutent tous les problèmes de l'éducation et de la formation. Donc, la collaboration, elle est très bonne. Je dirais sur le plan infrastructurel, beaucoup a été fait. Vous n'êtes pas sans le savoir que d'abord, le gouvernement est en train de faire, mais la communauté aussi est en train d'aider le gouvernement à l'implantation des infrastructures scolaires au niveau de beaucoup de localités. Vous avez très certainement entendu parler ou bien vous avez vu à partir des autres télévisions les ressortissants de certaines préfectures qui se mobilisent et qui construisent une école et ils prennent en charge l'enseignant qu'on appelle l'enseignant communautaire, ils le payent et ils mettent leurs enfants dans cette école-là pour recevoir l'éducation et la formation. Donc, sur le plan pédagogique également, je pense que des efforts sont en train d'être faits à partir de l'IRAP, qui est en train de, cette année même, il y a eu des innovations au niveau des programmes de CM1 et CE1. Donc, il y a eu des innovations dans leur programme. Donc, ça, c'est grâce aux efforts fournis par l'IRAP. Donc, partout, les efforts sont en train d'être faits et je crois que ça mérite d'être apprécié et par les parents et par les partenaires. La scolarisation des enfants, depuis très longtemps, vous le savez, il y a eu assez de programmes en Guinée, PAS 1, PAS 2. On a toujours parlé de scolarisation des enfants. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le niveau escompté par le gouvernement, le niveau escompté par l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des parents qui sont réticents, qui refusent d'amener les enfants à l'école. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la scolarisation, nous sommes avec une nouvelle dimension qu'on appelle la scolarisation dans le respect du genre et de l'inclusion. Même dans le PROLEG, l'inclusion
doit être un élément fort de l'éducation. Il faut passer par la sensibilisation. Il faut passer par la sensibilisation, utiliser les canaux locaux, les leaders religieux, les crieurs publics, les organisations sociales, les CERE. Il faut passer par tout ceci pour sensibiliser les parents. On n'a pas d'autre moyen que ça. Et créer les conditions d'apprentissage. Et il y a aussi un autre aspect. Les enfants qui sont un peu plus loin de leur école, il faut prévoir le repas avec PAM pour ne pas que ces enfants-là, quand ils rentrent à midi, qu'ils ne puissent pas revenir. Mais lorsqu'il a le repas, ils peuvent manger là-bas et continuer le soir maintenant, rentrer à la maison. Tout ça là, c'est des éléments qui peuvent concourir au maintien et surtout à la réussite des enfants et plus particulièrement les filles. Envoyer les enfants du préscolaire jusqu'à 17 ans obligatoire à l'école et sans frais, gratuit. Donc ça c'est déjà un atout très fort. Nous avons saisi ça avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de joie. Nous, à notre tour, en tant que parents, c'est de continuer toujours à sensibiliser les parents à ce que ça soit une réalité. Cette loi soit une réalité. Que les enfants viennent à l'école. Effectivement, que les parents acceptent de mettre les enfants à l'école. Surtout dans les zones rurales et dans les zones reculées. Si vous prenez par exemple une zone comme Sansalé, c'est difficile. Mais avec la sensibilisation, ça pourra marcher. Mon mot de la fin, vraiment, c'est la cohésion sociale. C'est l'entente, c'est le respect de la loi. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons mettre en place, il faut le mettre en place autour de la loi. Il faut que le citoyen guinéen respecte la loi. Je remercie vraiment le président de la République à travers son programme Simandou 2040. Comme vous le savez, dans Simandou 2040, il est inscrit en lettres d'or Simandou Academy. Simandou Academy, tout ça là, c'est des apports, des gros apports en direction de l'éducation, en faveur de l'éducation. Ça, c'est déjà vraiment un atout. Le dernier mot, c'est vraiment remercier le président de la République pour cette belle initiative et le gouvernement de monsieur le Premier ministre, monsieur Baouri. Voilà, retour sur ce plateau de Parlement TV au compte de votre émission Tribune des enfants avec pour invité M. Ansa Gawara. Il est le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Alors, M. Gawara, des facteurs d'éloignement et de précarité des familles font que certains enfants ne vont pas à l'école dans certaines zones reculées. Dans ces cas, tous les enfants n'auront pas les mêmes chances d'aller à l'école. Et qu'en est-il aussi, à part cette question, qu'en est-il de la scolarisation des jeunes filles? Parce qu'il y a moins de filles par rapport aux garçons qui vont à l'école, malgré les sensibilisations, malgré certains efforts fournis de part et d'autre. Bien, je pense que la précarité, c'est pas seulement en Guinée, c'est partout au monde. Mais en Guinée, nous sommes en train de nous battre pour que les enfants des localités éloignées aient les mêmes chances que ceux aujourd'hui dans les villes. Si vous avez compris au départ, j'avais dit que les 12 000 enseignants qui ont été recrutés par la fonction publique ont été tous envoyés à l'intérieur. Monsieur le ministre a insisté. Il a dit que tous les Guinéens se valent. Donc il n'y a pas à dire qu'il faut envoyer tout à l'école primaire. Et même tout récemment, le président de la République a donné des motos aux enseignants. Ces motos-là ont été destinées à ceux qui sont dans les localités reculées. C'est pour dire que nous ne sommes pas en train d'oublier les localités reculées,
il faut que ces enfants-là aient la même chance, le même niveau dans notre enseignement préuniversitaire. Pour ce qui est du cas des jeunes filles, je pense que ça fait de l'effort, ça fait un essor. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de filles qui sont scolarisées, il y a beaucoup de filles qui sont à l'école. Quand vous partez aujourd'hui dans une salle, vous pourrez voir uniquement que des filles. Oui. Mais elles ne vont pas loin toutes. Oui, au fait, elles ne vont pas loin toutes parce que il y a des facteurs. Et ces facteurs-là sont des facteurs sociétaux. Donc, il faudrait que chaque famille puisse jouer son va-tout pour que les filles puissent continuer, puissent finir leur école. Le premier facteur, ce sont les mariages précoces. Et sachez que chez nous, on a une direction un service qu'on appelle Genre et Équité, qui s'occupe de tels problèmes, qui sensibilise régulièrement, qui suit les filles. Parce que les filles, pour nous, c'est des élèves que nous souhaitons voir en grand nombre dans les écoles et pourquoi pas finir entièrement. C'est pourquoi on a organisé beaucoup de sensibilisation. Quand vous prenez la Senamsco, c'est la Semaine nationale du mérite. Mais c'est réservé aux filles pour pousser les filles à aimer les mathématiques toutes petites. Aujourd'hui, beaucoup de filles optent pour les sciences mathématiques, pour les sciences expérimentales. Sinon, par le passé, dès qu'on dit maths, vous ne verrez pas de filles. Dès qu'on dit expérimental, vous ne verrez pas de filles. Mais aujourd'hui, allez dans ces salles. Donc, ça fait qu'il y a de la motivation. Et ces enfants-là, ces filles-là, sont en train en tout cas, de concurrencer, pourquoi pas avec les garçons, les filles. Pour les fléaux qui gangrènent leur évolution, c'est bien d'abord le mariage précoce, mais aussi c'est le fait que les parents eux-mêmes font de nos filles leur fonds de commerce. Parce que dès qu'on met un bol sur la tête d'une fille, c'est pour l'envoyer aux hommes. Et aujourd'hui, les mamans croisent les bras et quand vous sortez, vous verrez que c'est des filles qui vendent. C'est des filles qui nourrissent les familles. Quand bien même qu'elles vont à l'école. Elles vont à l'école, elles font la vaisselle, elles font la cuisine, elles font tout ce qui est de travaux ménagers à la maison, mais également elles font le commerce. Donc ce problème ne revient pas à nous, écoles seulement. Ce problème doit être pris à bras le corps par toutes les entités sociales. Il faut que toutes les entités sociales se battent, que les filles soient respectées, que les filles soient bien éduquées, que les filles soient poussées à l'école, au travail. Mais pas des travaux ménagers, parce que le garçon ne fait pas de cuisine. À ce qu'ils sachent, le garçon ne fait pas de travaux ménagers, mais seule la fille fait tout ça. Donc c'est des facteurs aujourd'hui qui freinent leur évolution. Vous verrez qu'une fille qui nourrit sa famille attrape une grossesse dans la rue parce qu'elle vend des oranges, 2, 3, 10 oranges sur un bol. Voilà, elle a une grossesse. Un bandit vient acheter tout un bol, voilà ce qui arrive. Donc vraiment, c'est un plaidoyer en direct vers toutes les entités que nous puissions vraiment aider les filles à étudier. Encourageons-les, faisons-les les cadeaux, épargnons-les du commerce quotidien. Ce n'est pas leur boulot. Une fille qui étudie bien, c'est une classe. Une fille qui étudie bien, voilà, Sidibé aujourd'hui qui a le niveau, voilà, c'est un modèle. Nous avons des dames aujourd'hui au CNT, ce sont des modèles. Nous avons des dames ministres, ce sont des modèles. Il n'y a pas de sorcellerie dans les études. Quand on apprend, on y arrive. Donc pourquoi empêcher les filles? Donc en tout cas, nous, département, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les filles puissent étudier dans les mêmes conditions que les garçons.
Compte tenu justement de l'importance de l'éducation, le législateur a inscrit et prévu à l'article 21 de la nouvelle constitution la gratuité et l'obligation pour les parents de scolariser leurs enfants à l'âge de 5 ans au plus tard et leur maintien à l'école au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Sur les raisons de cette autre innovation majeure de la nouvelle constitution, je vous invite, aimables téléspectateurs, à suivre le président de la commission Constitution, loi organique, administration publique et organisation judiciaire du CNT, honorable Mohamed Ali Thiam. L'aspiration fondamentale de l'État guinéen à faire de ses ressources humaines la principale et la meilleure de ses ressources, puisque le développement de toute activité, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale, dépend du niveau de connaissance de ceux qui sont chargés d'animer ou d'accomplir de telles activités. Il faut que nous ayons des ingénieurs. Il faut que nous ayons des ingénieurs dans tous les domaines du savoir. Mais pour être ingénieur, il y a un processus à suivre. C'est celui de l'éducation et de l'instruction, de la formation professionnelle. Tant que nous serons dans un système où, dans l'éducation, il y a possibilité d'exclusion, nous resterons dans la pauvreté. L'éducation, c'est la clé du développement personnel, mais aussi du progrès d'un pays. Merci à l'honorable Mohamed Ali Thiam pour ces mises au point. Que vous inspire, M. Ansa Gawara, cette intervention de l'honorable Mohamed Ali Thiam? L'honorable Mohamed Ali Thiam n'a fait que marcher sur ma langue. C'est obligatoire, c'est normal que les filles apprennent. Personne ne peut devenir quoi que ce soit s'il n'a pas été à l'école. Aujourd'hui, chacun veut être directeur, on veut être ingénieur, on veut être journaliste, on veut être enseignant, mais nul ne peut être à ce niveau s'il n'a pas été à l'école. Alors pourquoi ne pas donc faire de cette école notre credo? Justement, parlons maintenant des approches de solutions pour faciliter davantage l'accès de tous les enfants à l'école. Quelles sont selon vous les meilleures stratégies pour favoriser justement la scolarisation de tous les enfants? Bien, d'abord, la première des choses, ce sont les infrastructures. Il faut avoir des infrastructures adéquates pour pouvoir scolariser les enfants. Un. Deuxièmement, il faut avoir un personnel enseignant qualifié. Et dévoué. Déjà, quand on dit enseignant, il n'est pas enseignant qui le veut. Il y a des gens qui usurpent le titre enseignant, mais ils ne sont pas enseignants. C'est un sacerdoce. Sinon, l'enseignement, c'est un sacerdoce. Je parle des véritables enseignants. Des gens qui ont aimé l'enseignement. Des gens qui sont entrés dans l'enseignement par amour. Lorsque de telles personnes sont formées, suffisamment bien formées, je pense nous irons loin. Et c'est pour juste dire ce propos de mon ministre Jean-Paul Sedi, qui a dit qu'il veut mettre toutes ses forces au primaire. L'enseignement primaire est le socle de notre éducation. Autant le soubassement, la fondation retient une maison, autant l'éducation au primaire retient notre formation. Quiconque rate l'école primaire, c'est pourquoi vous avez des cas d'abandon, c'est pourquoi vous avez des démissions. Parce que si l'enfant n'a pas le niveau requis au primaire, alors le même trou sera toujours en lui jusqu'en fin de formation. Donc, pourquoi ne pas alors,
prendre l'école primaire comme étant notre socle. Donc pour moi, il y a deux choses. Il faut des infrastructures bien équipées et des enseignants bien formés. À date, je crois, si par le passé, il fallait un crieur public dans les villages pour envoyer les enfants à l'école, ce n'est plus le cas. Chaque parent aujourd'hui, avec cette mondialisation, a compris la nécessité d'envoyer l'enfant à l'école. Même l'utilisation d'un simple téléphone, il faut que le parent remette à l'enfant. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Donc aujourd'hui, ça éveille les parents. C'est pourquoi, Condé, nous sommes à 106% de scolarisation. Le taux brut de scolarisation, on est à 106%. Maintenant, pour la continuité de cette scolarisation, pour que les enfants puissent achever les études, c'est là qu'il faut mettre ces conditions. Il faut connaître des enseignants bien formés, il faut connaître des infrastructures. Justement, sur cette même continuité, quel devrait être l'apport des parents dans le maintien des enfants, puisqu'on est tous d'accord aujourd'hui qu'ils acceptent de scolariser leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour leur maintien? Très bien. L'État est en train de faire ce qu'il peut faire. Je vous dis que l'État a créé des cantines scolaires dans certaines localités, juste pour permettre aux enfants de ne pas abandonner l'école pour cause de faim. L'État, oui, l'État a fait des cantines scolaires. On a une direction nationale qui est érigée au sein de notre département. Direction cantine scolaire. Et rien que pour le maintien des enfants à l'école. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Les parents doivent épargner nos enfants des mines. Les parents doivent épargner nos filles des travaux ménagers, mais aussi du commerce. Les parents doivent suivre les enfants autant que l'école. Parce que l'école n'a que quelques heures de travail. De 8 heures, certainement à 14 heures, ou de 8 heures à 17 heures. Mais le reste du temps, on le passe à la maison. Donc, il faudrait que ces parents puissent appuyer l'école en venant régulièrement à l'école, constater si l'enfant vient à l'école ou pas. Quand l'enfant sait que son parent le contrôle sa fréquentation à l'école, vous pensez que l'enfant va faire l'école buissonnière? Non. Mais aujourd'hui, de nos jours, les parents considèrent l'école comme une poubelle. Certains démissionnent. Les parents ont complètement démissionné. De leurs obligations. Certains ne regardent les résultats de l'enfant qu'en fin d'année. Certains parents ne sont informés du travail de leur enfant qu'après les 9 mois de cours. Non. L'enfant est appelé à être suivi de bout en bout, de jour en jour. Si cela est fait, il n'y a pas de raison que l'enfant réussisse à l'école. À présent, donnons la parole aux enfants, les premiers concernés par la scolarisation. Nous leur avons tendu notre micro pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de l'école, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient changer. Alors, suivons-les au micro de Mamadou Kalisso et de Amadou Wouri Diallo. L'école était ravie d'accueillir de nouveaux élèves. On était aussi ravis de voir nos nouveaux amis. J'adore la science. Moi, je veux être footballeur plus tard. J'adore ce sport. Je vois plein de gens le pratiquer. C'est très bon pour la santé aussi. Ma matière préférée, c'est la science. J'aime la science d'observation parce qu'il y a les choses là-bas que les enfants ne doivent pas faire, même les adultes aussi. J'aime aller à l'école parce que je veux mon avenir. Et puis je veux aider mes parents aussi. Je veux devenir médecin parce que je veux soigner les gens et aider les gens. Ma matière préférée, c'est science, parce qu'il y a les choses que tu ne peux pas faire et les choses que tu peux faire. Je veux devenir le footballeur, parce que je sais jouer au ballon et je contrôle les gens, je mets la passe bien.
Merci donc aux élèves de l'école primaire Tombo 1. Vos voix sont précieuses et elles doivent être entendues. Que pensez-vous, Monsieur Ansagawara, de ces messages des enfants? Bien, au fait, c'est des souhaits et puis c'est propre. C'est comme ça ils pensent. Il y en a qui aiment l'histoire, d'autres géographie, mathématiques. Vous savez, c'est l'enseignant qui captive. C'est l'enseignant qui modèle. Vous verrez généralement que ceux qui choisissent telle ou telle matière, c'est dans ça, l'enseignant se donne mieux, c'est dans ça, ils comprennent. Donc voilà, ça donne une bonne image aux enfants. Moi, je pense que, voilà, c'est à partir de cette pépinière naissent les orientations. C'est comme ça, les parents doivent suivre leur enfant, renforcer ce qu'ils aiment. Quand on renforce un enfant dans sa matière préférée, dans ce qu'il aime, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Mais malheureusement, les parents n'écoutent pas les enfants, ils n'écoutent pas l'école. Donc sinon, les enfants, il y en a qui veulent devenir médecins. Mais vous verrez que s'il n'est pas aidé dans ça, il peut abandonner l'école. Celui qui veut devenir militaire, il peut abandonner l'école. Donc, grosso modo, les enfants, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les pousse. Les accompagne, les encadre. C'est ça. Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à la scolarisation des enfants. Nous avons compris une chose essentielle, l'école c'est l'avenir et chaque enfant a le droit d'y accéder, peu importe son origine ou sa situation. Merci à nos invités, notamment le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Ansagawara, et le secrétaire administratif de la Fédération guinéenne des parents et amis de l'école FEGIPAE, Dr Lansana Souma. Merci à nos téléspectateurs et surtout merci aux enfants ainsi qu'à l'équipe technique qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission. Donc rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.